Je lance mon... Voilà. Donc, merci à vous de nous rejoindre ce matin à l'occasion de ce webinaire sur l'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire, un levier de qualité de vie au travail pour les entreprises de l'ESS. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle qui est proposé par la CRES en 2023 sur des thématiques assez diversifiées, avec l'idée de proposer à chaque fois un sujet que l'on va décrypter grâce à un expert. On vous proposera à chaque fois des outils et des ressources, et puis un témoignage pour illustrer à la fois la thématique et permettre de donner des moyens pour agir, pour les structures qui, par la suite, pourraient penser à s'engager pour pouvoir avoir déjà des éléments un peu concrets sur la façon de pouvoir s'engager. Donc, aujourd'hui, le sujet de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet que l'on a déjà travaillé depuis près de 2 ans à la CRES et sur lequel on continue à avancer. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée ce matin par Olga de Saint-Georges, qui se présentera plus avant tout à l'heure, hein, évidemment. Olga de Saint-Georges, qui va être notre experte, qui est salariée à l'association L'Étape à Vire. Et nous pourrons avoir le témoignage de Marie Desbaudes. Marie Desbaudes, qui est coordinatrice régionale du réseau Chantier École. C'est pareil, Marie vous présentera le réseau Chantier École plus en détail tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi cette thématique de l'égalité homme-femme? Je vous le précisais tout à l'heure, au niveau de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on a déjà initié plusieurs travaux sur le sujet. Et cette année, on va poursuivre autour de la VSST, dans un second temps, violences sexistes et sexuelles au travail. Vous dire peut-être un petit mot sur la CRES, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas notre structure. La CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Normandie, est une association reconnue loi 1901, reconnue d'utilité publique, pardon, association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Il y a des CRES dans toutes les régions et les CRES sont regroupées au niveau de ESS France, ESS France qui est notre tête de réseau, qui est vraiment l'interlocuteur direct de Marlène Schiappa, déléguée à l'ESS au niveau du gouvernement. Les CRES ont plusieurs missions. Elles ont notamment pour mission de fédérer en région l'ensemble des acteurs et têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc, à titre d'exemple, adhèrent à la CRES l'ensemble des grandes familles de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire toutes les structures de type associative, autour notamment du mouvement associatif et d'un ensemble d'associations, tous les modes d'entreprendre sous forme coopérative, les sociétés coopératives participatives, les SCOP, les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les coopératives de producteurs, les coopératives de consommateurs. Également l'ensemble des mutuelles santé-prévoyance à but non lucratif et les fondations. Avec la loi de juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, adhèrent aujourd'hui également aux CRES des entreprises sociales, c'est-à-dire des entreprises qui se revendiquent de l'ESS et qui, pour ce faire, en font la preuve au travers de leur statut. Pour ce faire, elles doivent notamment intégrer dans leur statut les valeurs et principes de l'ESS, qui sont une lucrativité limitée, c'est-à-dire on est plus autour de la redistribution des profits, autour du partage des bénéfices. Donc, une question d'une gestion éthique et d'une redistribution, une lucrativité limitée. La question pour nos organisations d'avoir une mission d'intérêt général et ou d'utilité sociale, d'avoir également une dimension de gouvernance démocratique. Gouvernance démocratique, on parlera d'un homme égale une voix, une personne égale une voix. Vous voyez, tiens, déjà un homme, une femme. Une personne égale une voix. Être vigilant
son vocabulaire, c'est important. Et donc, gouvernance démocratique et principe de gestion éthique. Principe de gestion éthique, ça va avec la lucrativité limitée, mais il y a vraiment cet enjeu à la fois d'une gestion éthique, mais aussi indirectement, on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire, dans des modes d'entreprendre dans tous les secteurs d'activité, avec cette volonté vraiment de fond de donner des conditions de travail, justement, c'est notre sujet du jour, hein, des conditions de travail, des modèles économiques où l'homme retrouve vraiment sa place au cœur du modèle. Et sous-entendu, pas la recherche toujours du bénéfice ou de modes capitalistiques tels qu'on peut les connaître par ailleurs. Donc, je pense que c'est important de rappeler cette petite définition de l'ESS. Donc, sont adhérents à la CRES l'ensemble des familles de l'économie sociale et solidaire, donc que l'on fédère et pour lesquelles on défend et on les représente politiquement dans un ensemble d'instances, notamment au Conseil économique et social en Normandie. La CRES est également l'interlocuteur de la région et travaille auprès des services de la région et de l'État sur l'organisation, par exemple, tous les ans en Normandie, de la conférence régionale de l'ESS. Une autre de nos missions consiste dans la sensibilisation, la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on a un ensemble d'actions, d'événements pour mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire, sensibiliser, alors tout un ensemble d'acteurs. Hein. Je pense, vous connaissez probablement le mois de l'économie sociale et solidaire, qui est le mois de novembre, qui est vraiment une période phare pour nos organisations, pour mieux se faire connaître, organiser des événements, pour partager aussi avec les citoyens, avec les autres acteurs économiques, les spécificités de l'ESS. Et puis, on a des actions pour sensibiliser les élus et techniciens à l'ESS ou les jeunes à l'économie sociale et solidaire. Ensuite, nous avons également une mission sur la création d'activités, la consolidation et le développement de nos organisations. Dans ce cadre, nous sommes notamment avec nos partenaires adhérents prestataires sur le dispositif création d'activités régionales. Ici, je monte ma boîte. Nous portons un dispositif local d'accompagnement régional que nous animons les DLA à l'échelle régionale. Et nous avons un ensemble d'actions et notamment une mission autour des coopérations économiques et une autre autour de l'économie circulaire et d'autres actions, toujours dans cet objectif d'accompagner le développement et la consolidation des organisations de l'ESS, quel que soit leur champ, secteur d'activité et spécificité. Nous avons également une mission d'observatoire. Nous portons un observatoire, un ORES, Observatoire régional de l'ESS, qui va me permettre dans quelques instants, dans mes propos introductifs sur qualité de vie au travail, de vous redonner quelques chiffres qui vont nous permettre de poser le cadre de notre webinaire. Nous avons également une mission, et ça, ce sont vraiment les missions socles des CRES qui sont inscrites dans la loi de juillet 2014. Nous avons également une mission autour de la question d'accompagner la montée en des dirigeants et de salariés de l'ESS. Donc, dans ce cadre-là, nous avons notamment plusieurs partenariats avec les universités, avec l'enseignement supérieur, pour intervenir avec nos adhérents sur ce qu'est l'ESS et puis un ensemble de spécificités. J'espère que je n'ai rien oublié dans nos 5 missions. Je vous ai dit fédérer, représenter, observer, sensibiliser, promouvoir, accompagner la création, le développement, consolidation d'activités et accompagner la formation, montée en compétences. Je suis super, j'ai mes 5 missions. Il y en a une 6e, mais qu'on ne développe pas aujourd'hui. Et vraiment, malheureusement, en Normandie, parce que je pense que ce serait intéressant, mais on est une petite équipe, 12 salariés à la CRES, donc on ne peut pas tout faire. La 6e mission des CRES, c'est de travailler et d'agir sur la dimension internationale de l'ESS et, dans un premier temps, la dimension européenne. Donc, c'est un sujet sur lequel on échange régulièrement, mais on n'a pas encore eu le temps de s'en emparer. Voilà, donc, maintenant que je vous ai dit un mot de la CRES, donc je peux revenir à notre sujet du jour, vous dire qu'à tout moment, sur les petits points techniques, à tout moment, vous pouvez poser des questions dans le chat. Moi, je vais déjà vous
vous présenter quelques chiffres clés. Ensuite, je passerai la parole à Olga. Olga interviendra une demi-heure, 40 minutes. Hein, tu verras, Olga, hein, tu t'adaptes, c'est ce qu'on se dit. Hein, on a du temps, tout va bien. On vous proposera un temps question-échange après l'intervention d'Olga. Par contre, entre deux, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment à tout moment les inscrire dans le chat, dans la discussion. Ensuite, nous passerons la parole à Marie Desbaudes et puis il y aura encore pour finir, si vous le souhaitez, un temps de questions-échanges. Mais bon, ça peut être question-réflexion. Vous avez peut-être aussi des apports, des réflexions à partager. Et évidemment, on est extrêmement ouvert, vous l'imaginez bien, aux échanges sur ces questions de qualité de vie au travail. Alors, quelques chiffres. Quelques chiffres pour situer un peu le contexte. Donc, il y a une note qui a été produite par notre observatoire régional hein, sur les questions de qualité de vie au travail et plus spécifiquement sur l'égalité homme-femme dans l'économie sociale et solidaire. Cette note, vous pouvez la consulter sur le portail ESS en Normandie et vous allez retrouver à la fin du webinaire, dans les ressources, vous trouverez les liens pour pouvoir aller voir cette note vraiment produite par notre observatoire, si vous le souhaitez. Et le PowerPoint sera mis en ligne prochainement et éventuellement, on peut vous l'envoyer aussi à l'issue du webinaire. Il suffit que vous le demandiez. Sinon, ce sera mis en ligne avec le replay du webinaire. Alors, les quelques chiffres. J'ai juste sorti 2 slides hein, pour pas non plus être trop dans des éléments chiffrés, mais pour situer un petit peu le contexte. L'emploi dans l'économie sociale et solidaire, c'est plus de 35 000 postes déjà qui vont être à renouveler dans les 10 ans. On a un fort enjeu de renouvellement générationnel dans l'économie sociale et solidaire du fait de la pyramide des âges, puisqu'on a 32% des salariés qui sont âgés de plus de 50 ans, ce qui fait donc plus de 35 136 postes salariés qui vont être à renouveler dans les 10 prochaines années, dont 23 500 postes aujourd'hui sont occupés par des femmes. 77% des contrats de travail dans les structures ESS sont en CDI. Plus de 2/3 des emplois ESS sont à temps complet. Et 11% des femmes salariées de l'ESS sont cadres, contre 17% des hommes. 35,5% des salariés de l'ESS sont des employés et 13% sont des cadres. Donc, voilà, on voit déjà un petit peu que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, vous avez à côté, je vous laisse prendre connaissance de la pyramide des âges avec la part des femmes. Juste vous dire, en ce qui concerne le renouvellement générationnel de nos effectifs dans l'économie sociale et solidaire, et principalement évidemment des effectifs féminins, vous voyez, hein, il faut savoir que la pyramide des âges, elle est en forte évolution, elle va nécessiter des recrutements de par le fait des départs à la retraite importants dans tous les secteurs d'activité, pas uniquement dans l'économie sociale et solidaire. Hein. C'est également valable pour le bâtiment, l'industrie, la restauration, dans les entreprises dites classiques. Par contre, il faut savoir que dans l'économie sociale et solidaire, on est encore 3,5 points au-dessus des entreprises dites classiques. On a encore plus cet enjeu de renouvellement générationnel. En ce qui concerne, si on veut zoomer un petit peu plus sur la présence des femmes dans les emplois, on a une présence majoritaire de femmes dans l'emploi dans l'ESS. Vous le voyez, 34% d'hommes, 66% de femmes. Sur les 128 323 salariés de l'ESS, 66% sont des femmes. Alors qu'elles représentent 40% des salariés dans le reste de l'économie privée. Une femme salariée sur 7 travaille dans l'ESS, soit 2 fois plus que les hommes. La part de l'emploi féminin intrinsèquement liée au métier des secteurs de l'action sociale et de la santé humaine, c'est 49% des femmes salariées de l'ESS qui travaillent au sein de l'action sociale. Donc, on a des secteurs où les femmes sont encore plus représentées.
97% des emplois dans l'aide à domicile sont occupés par des femmes. 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. 10% d'écart de salaire brut en défaveur des femmes, même dans l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, on a encore à progresser. Une femme a toujours 2 fois moins de chances qu'un homme d'être cadre dans l'économie sociale et solidaire. Donc là, on était sur des données, un observatoire régional de l'ESS, avec des données INSEE qui dataient de 2019. Je finis par quelques chiffres sur les secteurs dans lesquels les femmes sont largement majoritaires au sein de l'économie sociale et solidaire. Dans le secteur de la santé humaine, 79,5% des postes sont occupés par des femmes. Dans l'action sociale, 75% des postes occupés par des femmes. Dans l'enseignement, 70,2% des postes occupés par des femmes. Je précise, si jamais ce n'était peut-être pas très clair, quand on parle de l'enseignement dans l'économie sociale et solidaire, on parle notamment de tout le champ des organismes de formation associatifs, mais également, par exemple, des maisons familiales et rurales qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, dans l'hébergement et la restauration, c'est 66,7% des postes qui sont occupés par des femmes. Voilà, sur les quelques chiffres que je pouvais vous livrer, je pense que ça pose un petit peu le cadre. Donc, vous imaginez bien les enjeux qui sont essentiels demain pour les évolutions de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire sur le fait de faire évoluer nos pratiques, faire évoluer nos regards, nos comportements. Mais ça, Olga va nous en reparler plus en détail et vous redire donc prochaine étape en ce qui concerne la CRES, parce que n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez, vous, des travaux, des sujets autour de cette question qualité de vie au travail. C'est généralement plus spécifiquement égalité homme-femme, mais on va travailler prochainement au niveau de la CRES sur les violences sexistes sexuelles au travail. Donc, si vous avez si c'est des sujets qui vous font écho pour X raisons, n'hésitez pas à nous interpeller dessus pour nous dire, tiens, moi je fais ci, moi je fais ça, ou moi il se passe ça. On est vraiment en intérêt de pouvoir partager avec vous sur ces enjeux. Et puis aussi, vous dire que de plus en plus, la CRES étant l'interlocuteur d'un ensemble d'acteurs et de partenaires. On est de plus en plus sollicité aussi autour des questions de RSE et de RSO, société sociale environnementale et de responsabilité sociétale des organisations. Et sur ces sujets-là, on voit bien que de plus en plus, ces questions égalité homme-femme, qualité de vie au travail, VSST, ça revient de plus en plus, il y a de plus en plus de sujets. Et si vous prenez en parallèle les tensions de recrutement, on voit bien qu'il va être de plus en plus urgent d'agir. Voilà. J'ai fini de mon côté la partie introduction. Olga, je te laisse la parole et je te laisse le partage d'écran. Bien, merci Laure. Alors, hop, petite tentative pour partager. J'espère que ça marche du premier coup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait, Olga. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. C'est bon pour tout le monde? OK. Je ne t'entends plus, Laure. C'est bon? Oui, c'est tout bon. C'est parfait. Bon, c'était bon. OK, parfait. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce temps de webinaire voilà, sur les belles valeurs de la CRES. En 2 mots, l'association L'Étape fait aussi partie des entreprises qui partagent les valeurs de la CRES, puisque le cœur de métier de L'Étape, c'est l'accompagnement social et professionnel. Et j'ai développé depuis 2005 ce poste de chargé de projet pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, où en 2 mots, moi j'ai la chance de pouvoir travailler sur tous les sujets de l'égalité,
Alors, des stéréotypes de sexe, la mixité des métiers, les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales. Enfin, voilà, le domaine est vaste sur le domaine de l'égalité. Et j'ai la chance de travailler, on va dire, de 7 à 77 ans. Donc, de la sensibilisation de collégiens, de lycéens à l'accompagnement d'entreprises. J'ai eu l'occasion d'effectuer pendant 7 ans, à peu près 8 ans, des audits pour le label égalité entre les femmes et les hommes, voilà, pour des entreprises au niveau national. Donc, c'était passionnant parce que ça permet de voir aussi ce qui peut être fait en interne. Donc, voilà, je vais dérouler peut-être un petit peu rapidement parce que le sujet est très, très vaste. Euh, Comment hein, on peut intégrer euh, la qualité de vie au travail, la RSE, en termes d'égalité. Et déjà, je trouvais ça intéressant en fait d'utiliser la QVT ou la RSE parce que voilà, depuis toutes ces années de pratique, malheureusement, hein, je me suis rendu compte que rentrer de plein fouet comme ça sur un sujet d'une démarche d'égalité professionnelle dans une structure, euh, bah, ça ne marche pas forcément toujours. L'angle d'attaque, et ben justement, certains nous prennent un petit peu comme une attaque. C'est un sujet sensible, l'égalité. Hein, c'est un peu un sujet poil à gratter parce que bah, il peut aussi remettre en question la perception de ce que je suis moi en tant qu'homme ou femme, tant de ma vie privée que ma vie professionnelle et remet en cause aussi ben, voilà, les rôles sociaux-sexués hein, qu'on peut trouver dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut un petit peu faire grincer des dents. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les gens oublient et les hommes. Voilà, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et souvent, on oublie les hommes et ça devient un truc de femme. Alors que pour faire avancer, on est bien sur les deux sexes, bien entendu. Donc voilà, je trouve ça intéressant et je m'amusais parce que quand j'ai fait le titre, parce que parfois là on a dit que l'égalité c'était un levier pour la qualité de vie au travail, mais parfois c'est en fait la qualité de vie au travail qui est un levier d'égalité. Donc vous voyez qu'on peut vraiment bien le prendre dans les deux sens. Donc, euh, ah, évidemment, si je suis peut-être pas en plein écran là, du coup. Euh, Attendez, parce que j'ai affiché les têtes de tout le monde partout. Là, là. Est-ce que ça va toujours pour vous? Oui, on est passé en plein écran, en effet, Olga. C'est mieux. Voilà, c'est Super. quand même mieux. C'est quand même mieux. Alors, rapidement et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais en introduction avec les nouvelles entreprises sociales hein, qui arrivent dans les valeurs de l'ESS, hein, qui vont, elles, effectivement, avoir finalement les deux périmètres. Donc, la qualité de vie au travail, je vous remets quand même une petite définition, sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. Donc, l'ambiance, la culture de l'entreprise, on verra que bah, parfois, sur des notions d'égalité, il faut acculturer l'entreprise sur certaines modalités de travail. Je pense notamment aux entreprises qui sont traditionnellement très masculines. Ça comprend l'intérêt au travail, les conditions de travail. Là, bien évidemment, je vais utiliser cet aspect-là comme exemple hein, d'amélioration de qualité de vie au travail et de levier d'égalité. Ce sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, ça c'est très très intéressant parce que je vous ai mis dans les liens après hein, une étude de l'ANACT, mais qui montre que les femmes occupent très souvent des emplois avec moins d'autonomie et de liberté de décision par rapport aux hommes. Donc là aussi, on a un levier pour faire avancer l'égalité. Et puis, c'est aussi le droit à l'erreur. Euh, le droit à l'erreur pour les femmes et pour les hommes. On voit assez souvent
des femmes qui se posent la question de leur légitimité quand elles arrivent à des postes à responsabilité. Il faut aussi, la QVT envoie un message fort que, voilà, parfois on peut se tromper, l'essentiel, on peut recommencer. Et c'est dans les perceptions qu'on a du travail, dans la plupart des enquêtes, les femmes se donnent moins de droit à l'erreur. L'espèce de syndrome de l'imposteur est souvent intéressant, enfin, est souvent très, très présent chez les femmes. Donc, ça veut dire que si on aborde la QVT, on va se poser la question pour chaque personne de l'entreprise sur ces domaines-là. Donc, il n'y a pas de souci si vous rentrez dans une démarche de QVT, l'égalité est parfaitement dans les domaines puisque aucune discrimination ne doit exister et ne soit tolérée. Donc, vous allez pouvoir l'afficher clairement. La RSE, on en parlait tout à l'heure avec certaines entreprises, on va dire, sociales. C'est intéressant parce qu'autant la QVT est une démarche plutôt interne pour les salariés, la RSE est aussi une démarche externe puisqu'elle vise à envoyer un message aux prescripteurs, aux prestataires, aux clients, au territoire dans lequel on se trouve, sur la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ça peut toujours faire un peu bizarre de se dire que les femmes sont un enjeu de développement durable, mais on le sait depuis longtemps et je pense notamment aussi à des pays, on va dire, plus en voie de développement, mais les femmes sont vraiment des leviers et ont vraiment des ressources incroyables en termes de développement durable et de nouvelles économies. Donc, la RSE, je ne relis pas toute ma slide, mais voilà, pour une nouvelle entreprise sociale, on voit bien la gouvernance de l'organisation est un périmètre important de la RSE et elles se doivent, je ne sais pas si parmi les personnes sur ce webinaire, il y a des représentants de ces entreprises sociales, mais c'est évident qu'il va falloir travailler sur la gouvernance de l'organisation. Donc, vous voyez qu'on retrouve des points communs avec la qualité de vie au travail. On va mixer tout ça. Une définition simple de l'égalité, absence de toute discrimination entre les êtres humains sur leur plan droit, égalité politique, civile, sociale, professionnelle. Donc, on a vraiment toute notre place à aborder cette question d'égalité homme-femme. Alors, quand on croise tout, voilà un schéma d'égalité professionnelle. Ça, ce sont les critères qui sont à considérer si vous êtes dans une démarche d'égalité professionnelle. Vous allez voir, moi, j'ai pris un parti pris. Faut pas avoir peur de toutes ces bulles. Il y a 9 critères qui faisaient partie du rapport de situation comparée, qu'en font toujours partie d'ailleurs. Il y a des critères sur lesquels vous allez pouvoir, je vais mettre un petit pointeur, il y a des critères que vous allez pouvoir travailler assez facilement et sur lesquels il faut surtout pouvoir travailler. Et puis d'autres sur lesquels ce sera un petit peu plus compliqué. Pardon, je suis revenue là. Donc, vous voyez que ces 9 indicateurs de l'embauche à l'articulation des temps de vie vont vraiment croiser les axes précédents de la QVT. Sur les extérieurs, les petites bulles qui ne sont pas reliées, ça va être en tous les domaines transversaux qui vont être impactés par votre démarche d'égalité. Ce sont des sujets qu'il faudra travailler à un moment ou à un autre. Bien évidemment, je vous le redirai à la fin de mon intervention, mais ne prenez pas tout à bras-le-corps. Vous allez voir que c'est comme une poupée russe et tout va se dérouler au fur et à mesure. Et en travaillant sur un axe, vous travaillerez probablement sur 2 axes. Quand on croise la différence entre, enfin pas la différence, mais
les champs compatibles entre QVT et égalité. J'ai extrait quelques domaines sur la qualité de votre engagement. S'il n'y a pas une part de volontarisme de la part de la direction, ça ne fonctionnera pas très fort. En général, on est quand même sur une démarche, on part de la direction et ça ASM à l'ensemble des salariés. Non pas qu'une démarche du bas vers le haut ne fonctionnera pas, mais il faut vraiment que l'entreprise et les instances de direction, donc la gouvernance, soient très volontaires sur ce sujet-là. La qualité de l'information partagée, c'est aussi avoir un dialogue social actif. Et vous pouvez tout à fait créer des espaces de dialogue sur le travail, les sensibilisations aux agissements sexistes. Ne vous privez pas de créer de petites commissions ou des temps dédiés dans le cadre, par exemple, de vos CSE. C'est tout à fait le lieu approprié, mais pas que. Et ça fera partie d'une action vraiment positive. Donc, tout ce que vous pourrez mettre en œuvre pour l'organisation du travail et puis le contenu de travail, ça reste un enjeu assez important, surtout dans des temps où parfois, là, à l'heure actuelle, on se rend compte que souvent les salariés ne s'y retrouvent plus trop. Mais la qualité du contenu de travail, l'accès à la formation, aux responsabilités rentre bien dans la petite bulle qu'on a vue précédemment sur la bulle promotion. Alors, l'environnement physique, je vous ai mis là de petites possibilités, mais des salles de pause. Alors, quand je parle des salles de pause, c'est souvent aussi des salles de pause qui permettent de poursuivre l'allaitement, par exemple. Ça, ce sont des expériences qui sont menées de plus en plus souvent. Et qui peuvent paraître un peu anodines comme ça, mais qui ne le sont pas. Parce qu'en termes de gestion des carrières des femmes, si ça peut éviter un congé parental trop long alors qu'elles ne le souhaitent pas, les salles de pause qui permettent de poursuivre l'allaitement ou tirer son lait sont des expériences qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. Je vous ai mis également une vigilance au harcèlement sexiste et sexuel. J'y reviendrai. Vous avez un axe de travail qui vous permet d'aborder la question. Mais cet environnement physique-là ne peut se passer d'un regard sur est-ce que cet environnement est suffisamment sécure pour qu'aucune personne ne puisse se sentir, on va dire, menacée. Le mot est peut-être un petit peu fort, quoique, en termes d'agissement sexiste au travail. Voilà, on aborde la gestion des carrières. Et puis, un axe important, c'est la conciliation des temps de vie personnels et professionnels. C'est toujours un axe qui rentre dans les rapports de situation comparée, dans les démarches d'égalité que l'on demande aux entreprises de plus de 50 salariés. C'est vraiment un axe de QVT qui est important, qui est, à mon avis, aussi le plus consensuel. Si vous n'oubliez pas d'intégrer les hommes dans cet aspect-là. Bien souvent, on entend parentalité, on met tout de suite maternité. Non, parentalité, c'est les deux parents. Ça peut même être les ascendants. Et ça, ce n'est pas non plus inintéressant. On arrive avec une population qui vieillit, on se retrouve avec des parents âgés dont il faut prendre parfois un peu plus la charge. Ce n'est pas plus facile qu'un petit enfant de 3 ans. Donc là, vous avez un axe qui est assez important et qui est assez consensuel. Voilà, si vous voulez commencer à travailler sur ces sujets-là. Alors, il y a un parti pris. Je voudrais bien que ça avance. Voilà. Clairement, j'ai pris quelques angles d'attaque qui, pour moi, voilà, c'est ma manière de réfléchir. C'est des petites astuces pour pouvoir voir, mais finalement, quand je tire une ficelle, jusqu'où je vais. Alors, si je prends les enjeux de mixité, on a vu tout à l'heure, on leur disait, c'est plus de 70% des salariés de l'ESS qui sont des femmes.
il y avait une question qui était posée sur pourquoi un tel taux de féminisation. C'est vrai que c'est aussi la structure des métiers. Ce sont les métiers de l'ESS, les métiers du soin, les métiers du care, du métier de service aux autres. Ce sont aussi des métiers qui traditionnellement sont moins bien rémunérés. Il ne faut pas se leurrer. Je vous engage à lire, si vous voulez suivre un petit peu après, les ouvrages l'ouvrage de Rachel Silvera, qui s'appelle Un quart en moins. C'est passionnant, très accessible, et elle raconte l'histoire du travail des femmes et du travail social qui, de toute façon, n'a jamais été rémunéré à la hauteur des compétences, puisqu'on a toujours estimé que c'était naturel chez les femmes que de s'occuper des autres. Et le naturel, on ne le récompense pas parce que ce n'est pas lié à des formations. Alors, on a de quoi bondir, mais c'était la réflexion initiale. Malheureusement, le train de retard dès le début, on l'a encore. Et on a un gros chantier à faire sur la revalorisation de ces métiers féminins, d'une part pour les femmes, mais aussi pour attirer des hommes. Donc, on a une partie des explications sur le pourquoi de l'ESS est si féminisé. Alors maintenant, si vous voulez travailler sur la mixité, on l'a déjà fait avec Marie Desbaudes, elle vous en dira sûrement deux mots dans la Manche, dans l'Orne, c'est que, oui, mais moi, je veux bien recruter des femmes sur certains postes ou des hommes sur d'autres qui sont plus féminisés, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc, là, quelques petites pistes de travail. Déjà, vous aurez effectivement à informer les prestataires de recrutement, les agences d'intérim, Pôle emploi, les travailleurs sociaux qui sont en charge, les bénéficiaires de RSA. Mais il va falloir envoyer un message très, très fort sur les prestataires du recrutement. Ça ne suffit pas de mettre HF dans les offres d'emploi. Donc, il faut veiller à votre communication. Elle est non sexiste. Faites très attention au visuel, à la manière dont vous déclinez les offres d'emploi qui peuvent influencer la cherche plutôt une femme ou là plutôt un homme. Je ne m'étale pas. Marie vous reparlera d'une expérience Vie ma vie qui est très, très intéressante pour permettre à des prestataires ou à du grand public de mieux connaître les métiers de l'ESS et puis surtout de montrer que les métiers n'ont pas de sexe. Si vous travaillez sur la mixité, vous voyez forcément travailler sur les postes de travail et vous allez avoir là un regard sur la pénibilité des postes de travail. Pendant très très longtemps, on n'a pas perçu à quel point les postes occupés par les femmes étaient pénibles. Et vous allez rejoindre toutes les démarches d'hygiène, santé, sécurité au travail, en regardant aussi avec vos lunettes de genre l'exposition aux risques psychosociaux, j'y reviendrai, la violence psychologique, le contact avec le public, le contact avec la mort, le contact avec des agressions, plus de la pénibilité de certains postes de travail. On n'a pas toujours des engins de levage pour soulever une personne handicapée ou âgée. Un sac de ciment au-delà de 30 kilos, vous n'avez pas le droit de le porter. Donc, vous avez un autre axe avec votre CSE sur la prévention des violences au travail. Si vous travaillez sur la mixité, il faut absolument faire un temps sur que sont les agissements sexistes de manière à les prévenir. La petite blague, elle peut être anodine pour vous, elle n'est peut-être pas du tout pour une autre personne, une autre femme qui a peut-être déjà vécu des violences. Vous aborderez également des questions d'homophobie. Ça permettra de mettre les choses à plat. Il n'y a pas toujours de la malveillance, il y a souvent beaucoup de maladresse, mais ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, si vous pensez mixité, pensez prévention des agissements sexistes. Voilà. Et vous lutterez également contre les enjeux de virilité. Les hommes ont un petit peu de tendance, éducation faisant, à rentrer un petit peu en compétition entre eux. Ça peut les exposer à des risques inutiles dans le cadre du travail, mais ils peuvent aussi se dire que si une nana peut le faire, où je suis moi. Et ça peut créer finalement des problématiques d'intégration de la mixité.
Donc, lutter contre les enjeux de virilité, vous travaillerez sur l'amélioration des conditions de travail des femmes et des hommes. Voilà. Donc, là, vous avez de quoi faire. Bien sûr, hein, tout ne dépend pas de vous. Vous avez peut-être des viviers, des ressources qui sont moindres, hein, ce qui ne dépend pas de vous, voilà, c'est la représentation sexuée des métiers au collège, au lycée. Mais là, il y a de quoi faire en termes de j'ouvre ma boîte, je fais visiter mon entreprise dès les classes de collège. Ça, c'est assez important. Autre chose aussi, les arguments clientèle. Peut-être que vous aurez à travailler sur les arguments clientèle. Oui, mais vous savez, mes clients, ils auront moins confiance si c'est une femme ou si c'est un homme, etc. Bah oui, vous serez peut-être confronté à ça, quoique la société évolue quand même plutôt plus vite des fois qu'on ne le pense. Travaillez vos propres arguments déjà. Anticipez les attentes clients, qu'est-ce qu'ils pourraient dire. En tout cas, les attentes clients qui vous empêchent d'aller vers l'égalité, ce n'est pas des bons arguments. Il faut retravailler dans l'autre sens. Mais peut-être faire un petit exercice, un petit jeu sur on me dit que je réponds. Alors, la mixité des métiers, dans votre démarche, hein, pour pouvoir la faire avancer, donnez-vous des objectifs, en fait. Hein. Je pense que c'est important de se dire, on va estimer un pourcentage de mixité à atteindre dans certains services ou certains postes. On estime qu'un service est mixte quand il atteint 40% d'un des sexes. Hein, on n'est pas au 50-50. On parle d'égalité entre, la parité, c'est un partage de pouvoir, ça va être autre chose. Là, un seuil de mixité, quand on arrive déjà à 35%, donc il est à 40%, c'est plutôt pas mal. Donc, donnez-vous des pourcentages à atteindre. Si vous partez de zéro, soyez pas trop gourmand. Il vaut mieux avancer petit à petit, mais tous les ans, revoir un petit peu vos indicateurs. Pensez à réduire la pénibilité des postes quand vous avez des renouvellements de matériel. Il y a des entreprises qui le font. C'est inscrit dans le cahier des charges avec leurs fournisseurs. Ça permet aux femmes de tenir toute la journée sur des travaux paysagers, par exemple. Et bien évidemment, ça va servir aux hommes qui ne sont pas obligés de se casser le dos au travail. Donc, si on est dans des services plus tertiaires, il y a un œil vigilant sur l'évolution de carrière. Combien de temps entre promotions, hein, si dans vos structures, il y a des promotions, regardez un petit peu les évolutions. En 5 ans, en 10 ans, c'est assez intéressant aussi de voir et vous repérez aussi les âges sur lesquels les femmes et les hommes ont avancé. Et vous remarquerez, je pense, que allez, entre 30 et 45 ans, là où les femmes stagnent, les hommes, explosent dans leur carrière et montent en puissance en termes de promotion de responsabilité. C'est l'âge de la parentalité. Revoyez bien vos fiches de poste en termes de compétences. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Porter des lunettes de genre. Voilà, petite consigne, ce qui évitera à des femmes qui arrivent à des postes ou des responsabilités de devoir se justifier. Hein. Vous avez un profil de poste de compétences identique entre les femmes et les hommes, et c'est pour ça qu'on la recrute et pas parce que c'est une femme et qu'il nous faut un quota. Petite chose que j'ai vue, je me permets de vous le dire, parce que l'intention était bonne. Un homme qui avait une reconnaissance de travailleur handicapé, qui a été, pour le coup, ne pouvait plus occuper un poste plutôt d'extérieur, à des travaux d'extérieur, et qui a été repositionné dans un service à dominante féminine. Alors, c'est très bien parce que ça prouvait que les hommes pouvaient le faire. Attention au message qui peut être biaisé, c'est parce qu'il est handicapé qu'il va bosser chez les femmes. Voilà, ça c'est petite maladresse. Ce monsieur l'a pas mal pris, mais bon voilà, je me permets parce qu'on n'en sort pas hein, non plus hein, de ces rapprochements femmes voilà, moins forte, voire handicapée. Donc, ça envoie un message un petit peu erroné. Donc, cet homme, effectivement, il y a des conditions de travail qui lui permettaient d'accéder, mais n'importe quel homme aurait pu y accéder.
Voilà, deux, trois petites pistes sur l'articulation des temps de vie personnel et professionnel. Attention au temps partiel. Je vous ai mis j'ai fait une petite slide exprès, mais euh, attention au temps partiel. Euh, Choisi, subi. Peut-être il y a d'autres formes de travail qui permettent de maintenir un temps complet, même si ça peut être parfois un peu compliqué. C'est intéressant de reposer la question du temps partiel. Il n'est pas forcément toujours très choisi. C'est des questions économiques à réfléchir. Le télétravail, quand c'est possible, je me suis mis une petite astérix parce que là, c'est pareil. Attention au télétravail. Il peut isoler les personnes. J'y reviendrai. Les horaires et les jours de réunion. Voilà, ça c'est vrai. On va éviter ce satané mercredi. Mais la prise de poste, la fin du poste, etc. Il peut y avoir des souplesses, il y a des tas de choses qui sont faites là-dessus en termes de fluidité, flexibilité sur le travail. Et il y a des belles expériences. Sur la parentalité par les hommes, on a du boulot, hein, parce que le congé paternité de 28 jours n'est pas bien pris depuis allez, ces 18 mois, 2 ans d'existence. Et puis, plus vous montez en responsabilité, moins il est pris en totalité. Donc là aussi, envoyer un message fort sur la promotion de ce congé paternité et puis, bien évidemment, le congé parental. Euh, D'autant que et les jeunes hommes ont d'autres attentes, hein, en termes d'articulation des temps de vie et à prendre leur place aussi, euh, leur place de père. Donc là, on a quelque chose à faire là-dessus. Ne vous épargnez pas des informations récurrentes. Je vous ai mis organiser un mercredi père et mère de famille. Voilà, j'ai fait un peu de benchmark et c'est des choses qui peuvent se faire. C'est assez intéressant, voilà, de pouvoir envoyer un message fort. C'est pas forcément toutes les semaines, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Voilà. Autre moyen de réflexion, la formation, hein. La formation fait partie, hein, de tous ces angles, évolution de carrière, gestion des carrières qu'on peut retrouver, bien-être au travail par la formation. J'attire votre attention, si la promotion est liée à une formation, bien évidemment, on va être très vigilant sur les conditions de départ. Donc, voilà, 4 points de vigilance. Les types et objectifs des formations, sont-elles les mêmes pour les femmes et pour les hommes? Sont-elles qualifiantes? On remarque assez souvent qu'elles sont moins qualifiantes pour les femmes que pour les hommes. Est-ce que c'est absolument le levier de promotion? Est-ce qu'on n'a pas d'autres manières d'avoir une promotion? Regardez les âges et les catégories d'emploi parce qu'on se rend compte qu'on perd les femmes sur des formations entre 30 et 45 ans. Analyser les refus. On entend trop souvent dire que les femmes ne veulent pas faire de la formation. Bah non, c'est plutôt voir les conditions de réalisation de ces formations-là. Est-ce qu'il faut forcément aller à Paris? Est-ce qu'il faut forcément partir de 3 jours? Considérer l'impact sur la parentalité. Est-ce que le salarié ou la salariée rentrera plus tard? Voilà, tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser en amont et qui peuvent être aussi organisées, réorganisées au sein de la structure. On peut imaginer des partages avec d'autres salariés. Voilà, nous, on l'avait fait, hein, avec des salariés qui avaient nommé d'autres salariés dans les écoles de nos enfants. Quand on savait qu'on rentrerait plus tard, ils avaient la possibilité d'aller chercher nos enfants à l'école. Ça nous a rendu service de temps en temps. Voilà, parce que ça a un impact sur la parentalité, donc ça aura un impact aussi sur les possibles évolutions de carrière. Et à chaque fois, imaginez bien que c'est les femmes et les hommes, que la parentalité, peut-être, on parle souvent enfants en bas âge, mais pas que, hein,
un enfant de 10-12 ans, c'est pas simple de le laisser seul chez soi, hein, ça faut pas croire. Puis ça peut être aussi un parent âgé qu'on doit s'occuper en fin de journée. Donc là, c'est plutôt consensuel. Voilà, je voulais mettre une petite vigilance sur temps de travail et télétravail parce que bien évidemment, on met forcément le temps partiel avec l'articulation des temps de vie. Posez-vous la question, est-ce que c'est un vrai choix? Voilà, c'est souvent les femmes qui travaillent à temps partiel. Je mets à part les entreprises de l'ESS pour lesquelles on travaille sur de l'insertion et souvent la réinsertion professionnelle passe par c'est du temps partiel parce que les personnes n'ont tellement pas travaillé depuis si longtemps qu'il faut y aller doucement, hein. Mais les profils de l'ESS sont tellement variés que voilà, c'est compliqué pour moi de focaliser juste sur un, mais vous avez le droit de poser la question hein, parce que très souvent, les femmes qui sont à temps partiel préféreraient travailler à temps plein. Il peut être aussi pendant une durée déterminée. Ça, c'est à voir. Et puis, dans 2-3 ans, on revoit. Il peut être proposé aux hommes. C'est triste à dire, mais si on ne le dit pas clairement, ça concerne aussi vous, messieurs, en mode automatique, ils n'iront pas ou ils auront peur de le demander. Il peut être annualisé, il peut être sous différentes formes. Je vous parle d'une collègue chez nous qui est en temps partiel annualisé, eh bien, parce que pour les vacances, c'est compliqué pour elle. Eh bien, elle a quasiment la totalité des vacances scolaires grâce à ce temps partiel annualisé. Dans mon petit benchmark, j'ai trouvé des choses intéressantes avec du partage de travail, du job sharing, où en fait là, on avait 2 personnes à temps partiel qui occupent le même poste et finalement, ça crée une bonne connivence, un bon travail d'équipe. Ça leur permet de mener des projets d'envergure dans l'entreprise et ne freine pas leur ambition professionnelle. Voilà. Et ils y trouvent un intérêt et une implication, hein, on parlait d'implication dans la QVT, qui fonctionne bien. N'oubliez pas de créer des partenariats locaux avec les collectivités, les crèches et autres services. Je suis en plein dedans, hein, on est en train de développer un système de mode de garde à domicile pour les salariés en horaire atypique sur le territoire de Vire. Voilà, je me ferai un plaisir de vous exposer une autre fois comment ça fonctionne, ça commence à prendre. Mais pour nous, c'est un vrai levier pour lutter contre le chômage, en particulier le chômage des femmes en situation de monoparentalité. Et des entreprises sont rentrées dans le dispositif quand on a abordé et quand on a fait des enquêtes sur qualité de vie au travail. Voilà, égalité, vous ne voulez pas en entendre parler. Voilà. Il me disait, de toute façon, on a plus de 50% de femmes, on n'a pas de problème d'égalité. Bon, l'égalité statistique ne fait pas forcément l'égalité réelle. Mais quand on est rentré avec une enquête de territoire, d'attractivité du territoire sur qualité de vie au travail, ce qui est ressorti en premier, c'est la parentalité, c'est les modes de garde, c'est leur problématique d'horaire atypique. Donc, ça peut créer une belle dynamique sur vos territoires. Et puis, les enfants de 6 à 12 ans, moi, j'ai mis une vigilance, hein. C'est plus compliqué à gérer que des enfants de 2 ans, 3 ans. Il n'y a plus de crèche, il n'y a plus d'aide et on ne les laisse pas tout seuls tard le soir, les ascendants. Et la polyactivité aussi. La polyactivité, ça permet de lutter contre les temps partiels. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir penser à proposer d'autres formations à la secrétaire hein, qui est là, qui est en temps partiel. La polyactivité va peut-être permettre aussi de lui proposer un temps plein. Voilà. Ce sont quelques pistes et je ne doute pas que vous-même, vous en avez déjà expérimenté d'autres. Je voulais mettre une alerte sur le télétravail. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de lutter contre la culture du présentéisme. Alors, quand on est dans des structures voilà, où on a encore l'idée qu'un cadre, c'est à 200%, ça compte pas ses heures, et que celui qui part à 4h30, il n'a rien fichu, ça arrive encore, hein, cette culture du présentéisme, c'est très français.
Le télétravail, ça permet de lutter contre ça, mais il doit être très encadré. Il doit être sur la base du volontariat, parce qu'il ne faut pas isoler les salariés en télétravail. On peut vite être oublié, hein, de l'ensemble de l'équipe si on est tout le temps. Donc, le 100% télétravail, c'est très mauvais pour l'égalité homme-femme. Très mauvais, hein. Il doit aussi être compatible avec la charge parentale. Reprenez toutes les études qui ont eu lieu pendant le confinement. Les femmes ont eu, elles en ont un peu bavé, hein, du télétravail, parce que finalement, elles ont eu des amplitudes horaires énormes parce que la charge parentale était là. Donc, ça veut dire que c'est très encadré. Il y a un espace et il y a un temps qui est prévu en amont par les salariés, pour que ça ne devienne pas un piège pour les femmes, avec une abrégation des temps personnels et professionnels. Et puis, ça peut être un piège aussi, parce que voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, hein, mais sur les violences conjugales, puisque pour des femmes victimes de violences au sein du couple, le travail est souvent le seul espace un petit peu de liberté. Si vous lui imposez du télétravail, vous la remettez dans sa prison. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des bonnes choses dans le télétravail, moins de fatigue sur la route, mais il doit être encadré, il doit être bien expliqué à l'ensemble des salariés. J'accélère un petit peu. Les RPS, j'en ai déjà un petit peu parlé. Revenez vers cette étude de l'ANAC que je vous ai mis en référence. Mais il y a vraiment un différentiel quand on compare les situations des femmes et des hommes en termes de risques psychosociaux. Ce n'est pas les mêmes. On a des postes, des temps de travail qui sont différents. La pénibilité physique n'est pas considérée de la même façon. Les femmes travaillent souvent de manière très seule, très isolée, ont moins d'autonomie, ont moins de responsabilité. Voilà. Elles sont plus exposées à d'autres formes de violence qu'une simple pénibilité. Je dis une simple, je ne veux pas la réduire, que la pénibilité physique qui vient le plus souvent à l'esprit. Donc, n'hésitez pas à concevoir des indicateurs sexués pour rendre visibles ces différences. Si vous ne rendez pas visible, ce qui n'est pas compté ne compte pas. Par où commencer? Voilà, c'est ce que je vous dis à l'instant. Comptez, faites un diagnostic sexué. Il y a peut-être déjà des outils qui existent, hein, n'en réinventez pas. Si vous avez moins de 50 salariés, vous n'êtes pas obligé, hein, de faire ce reporting, mais vous avez peut-être déjà des tableaux qui existent. Vous allez les reprendre et puis vous regardez si à chaque fois on a bien homme-femme de noter dans ces indicateurs-là. Valoriser l'existant, je suis persuadée que vous ferez tous de l'égalité sans le savoir, ou vous le savez, mais vos salariés ont oublié. Donc, c'est intéressant. Vous avez sûrement mis en place des actions que vous pourriez d'ailleurs partager, hein. Je pense qu'on avait commencé avec la CRES, hein, à mettre en place comme ça des petites fiches actions que les autres pourraient peut-être se réapproprier. Allez-y étape par étape, hein, les 9 indicateurs, ne prenez pas tout de front, mais priorisez les actions à mettre en œuvre. Établissez un calendrier et évaluez-les chaque année ou tous les 18 mois, grand maximum 2 ans, parce qu'après, on perd la dynamique. Absolument indispensable de sensibiliser la direction, l'encadrement, les organisations syndicales et les CSE. Et si possible, faites descendre ces informations-là à l'ensemble des salariés. Vous pouvez nommer des référents ou des référentes égalité. Et c'est bien quand vous en avez dans toutes les strates de votre structure. Chaque nouveau projet, vous devez vous poser la question, est-ce que les femmes et les hommes seront impactés de la même manière? Est-ce qu'ils seront équitablement concernés? Et si tel n'est pas le cas, vous avez le droit de mettre en place des actions spécifiques, temporaires, pour réduire ces écarts. Et vous informez, hein, la structure qu'on a remarqué une inégalité, on met à place une action, elle va durer 6 mois, 1 an, le temps de résorber les écarts et on regarde si ça a fonctionné. Comme ça, vous verrez pas, vous n'aurez pas d'argument. Il y en a que pour les bonnes femmes, ou il y en a, voilà. Hein, ça peut arriver. Malheureusement, encore, on peut encore l'entendre. Voilà, veillez à votre communication.
vous pouvez vous faire accompagner. Vous avez des acteurs externes en termes de prévention, QVT, RPS, la médecine du travail, tous les intervenants ARAC, TNRS, Institut de prévention des risques psychosociaux, des intervenants plus spécialisés en faisant des focus, des intervenants spécialisés égalité, discrimination, violences sexistes et sexuelles, vous l'avez déjà fait. L'inspection du travail, vous avez les CARSAT, MSA, les organisations du BTP. Voilà, n'hésitez pas, vous avez beaucoup d'acteurs de la prévention qui peuvent venir enrôler, faire des petits focus sur votre démarche. Voilà, il n'y a vraiment que des atouts. C'est vraiment des leviers de performance parce que on voit bien des effets positifs. Moi, pour avoir audité pas mal d'entreprises, et on les auditait tous les 18 mois, etc., et tous les 3 ans, on voyait bien que quand il y a un calendrier, quand c'est bien tenu, quand on lâche rien, on a vu vraiment des évolutions en termes de mixité des métiers, d'évolution de carrière et de bien-être au travail. Ça permet vraiment de réduire les petits absentéismes. Vous savez, la petite maladie du matin, voilà, c'est toujours les femmes qui prennent. Ça répond aux nouvelles attentes des salariés. On a une génération qui arrive, qui n'a pas envie de travailler comme la nôtre ou peut-être celle d'avant. On a des structures familiales qui évoluent, beaucoup plus de couples qui se séparent malheureusement, mais du coup des pères qui, une semaine sur deux, sont peut-être en situation de parentalité, donc ça change la donne aussi. Des enjeux démographiques sur nos ascendants. Et puis c'est vrai que voilà, QVT, RSE sont plus que jamais d'actualité. Si une démarche de front, on fait une démarche d'égalité homme-femme, ne passe pas. J'espère vous avoir montré, mais je suis sûre que vous êtes déjà tous convaincus, que la QVT permet de glisser de l'égalité. Donc, chaussez vos lunettes de genre. Et puis, je vous souhaite de belles démarches dans vos structures. Merci Olga. Je crois qu'en effet, la route est longue et semée d'embûches. Mais Pas merci. forcément, je suis sûre qu'il y a déjà des choses de faites. Oui, oui, Je suis oui. sûre qu'il y a déjà des choses de faites. C'est ce que tu évoquais, partir déjà de l'existant, repérer l'existant. Merci beaucoup pour vraiment cette mise en perspective et puis de reposer vraiment le sujet parce que c'est vrai que c'est vaste et on se rend compte toutes les sous-thématiques qu'il contient. Je propose d'enchaîner tout de suite, Marie, par ton témoignage et puis du coup d'échanger à la fin, peut-être au regard du timing, si ça vous convient. Ça marche, merci. Alors, du coup, je vais commencer par me présenter peut-être. Donc, Marie Desvaux. Donc, moi, je travaille pour le réseau Chantier École Normandie, donc un réseau qui fédère des chantiers d'insertion. Donc, je ne vais pas, du coup, témoigner sur des actions qui ont été mises en place au sein de ma structure. On est trop peu nombreuses pour mettre en place des actions égalité performantes. Mais par contre, on a travaillé, on a coordonné des dynamiques et des initiatives dans les départements de la Manche et de l'Orne, notamment en 2021-2022. Et donc, ça m'a permis de recenser pas mal déjà de bonnes pratiques, mais pas mal ont été citées par Olga, et puis aussi d'accompagner des initiatives, des expérimentations un peu nouvelles dans ce secteur. Donc, moi, je vais pouvoir vous présenter au moins 2 d'entre elles, donc, parce qu'en plus, le temps est compté, donc je vais mettre le focus que sur 2. Donc, le Vie ma vie, et puis un travail sur la pénibilité. Et je trouvais, Olga, que ta diapo alors, j'aime beaucoup la dernière, mais la diapo... celle qui montre les différentes bulles sur la mixité était pas mal parce qu'en fait, on a notre angle d'attaque avec le champ de l'IAE, mais en fait plus largement sur le département de la Manche et de l'Orne. Notre réflexion, elle s'est voulue assez large avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation. En faisant le constat malheureux mais commun qu'on avait un gros manque de mixité dans nos structures de l'insertion par l'activité économique.
on atteint très, très rarement les 40%, 60% là que tu évoquais. Et donc, on a bien des métiers très genrés. Et ça se retrouve aussi, alors en écho, je ne sais pas, hein, mais il y a quand même aussi beaucoup dans les projets professionnels des personnes qu'on accompagne dans nos structures, des projets professionnels sur des métiers plutôt genrés aussi. Donc voilà, on a eu l'envie d'agir dessus, pas de faire de miracle comme tu disais, mais de prendre par un bout et de voir comment ça peut se poursuivre et puis faire boule de neige sur le reste. Et donc on a procédé par différentes entrées. Alors sur la partie recrutement, notamment, donc là c'est l'expérimentation du Vie ma vie. On l'a appelé comme ça. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas du secteur, du coup, nous, les structures de l'IAE, notamment les chantiers d'insertion en particulier, mais pas que. En tout cas, les salariés qu'on embauche, les demandeurs d'emploi qu'on embauche et qui viennent salariés dans nos structures, sont souvent orientés, prescrits par des partenaires. Et donc, du coup, le fait qu'on ait aussi des effectifs très peu mixtes, ça nécessite aussi pour nous de travailler en amont avec nos partenaires prescripteurs pour qu'ils puissent, c'est Pôle emploi, c'est la mission locale, mais ça peut être aussi, maintenant c'est très très large, ça peut être les CIDFF, d'ailleurs petit coucou rapide à Tatiana. Ça peut être les CAF, le département, enfin, il y a vraiment une liste très, très large maintenant. Du coup, c'est sensibiliser aussi tous nos partenaires qui peuvent nous orienter des personnes que si on a un support d'activité qui est sur les espaces verts, ils peuvent nous orienter aussi les femmes. Et à l'inverse, si on est sur une activité blanchisserie au repassage, on peut très bien accueillir des hommes. Donc, il y a ce travail-là de communication, de sensibilisation qui est importante. Et dans le Vie ma vie, on avait cet enjeu-là. En fait, on a expérimenté donc, avec un chantier d'insertion dans l'Orne qui s'appelle ATRE, qui est un support d'activité du coup blanchisserie, repassage, lavage de couches. Donc là, vous imaginez un peu la composition des équipes et les pailles, la fabrication de paille à base de paille. Donc voilà, du coup, l'enjeu avec cette structure, c'était de pouvoir travailler sur plus d'ouverture sur des publics masculins. Et on a travaillé donc avec des prescripteurs, le CIDFF d'ailleurs, l'EPID, le CCAS. Et donc, au démarrage, la structure avait fait un temps un peu de porte ouverte. Donc, tu parlais tout à l'heure de communication, Olga, mais c'est vraiment ça. Il y avait un temps de porte ouverte en amont qui avait été fait en direction de nos prescripteurs pour leur remontrer l'environnement de travail, réinsister sur le fait qu'on accueille hommes et femmes. Et le Vie ma vie, c'était d'aller un peu plus proche et d'aller plutôt en direction des futurs candidats potentiellement directement. On a constitué avec donc, nos partenaires prescripteurs un groupe de 6 personnes qui étaient accompagnées et qui n'étaient pas du tout salariées, hein, qui étaient accompagnées par le CCAS et par l'EPID à venir découvrir de l'intérieur du coup le support de travail du chantier d'insertion ATRE. L'idée, c'était de se dire la meilleure façon de déconstruire des stéréotypes, des représentations de métiers, c'était vraiment de les vivre en fait pour comprendre et pour voir que finalement, être sur un poste de repassage, c'est quand même assez physique, il faut une station debout, enfin, c'est pas dégradant même quand on est un homme. D'ailleurs, à ce moment-là, on a eu de la chance, c'est qu'il y avait des hommes salariés sur le poste de repassage, donc tant mieux, ça a permis d'illustrer encore mieux. Mais l'idée, c'était ça. Donc, pendant une demi-journée, et l'idée maintenant, ça va être de le reproduire sur une journée complète, les 6 personnes sont venues travailler sur les différents supports en binôme avec des salariés en insertion qui étaient déjà présents dans le chantier. Et du coup, ils ont pu tourner, s'ils le souhaitaient, sur les différents ateliers pour vraiment se mettre à la place d'eux, hein, c'était ça le principe, d'un salarié ou d'une salariée qui travaille sur ces postes et de se rendre compte et où de la difficulté A, et puis aussi de se dire finalement c'est tout à fait accessible et je pourrais le faire. Donc ça a été très intéressant, on a eu des retours vraiment positifs et les 6 personnes qui avaient vécu cette expérimentation et puis des partenaires. L'enjeu, ce n'était pas forcément de recruter juste après cette expérimentation du Vie ma vie. Ça a fini par un recrutement au bout du bout avec une des personnes, mais ce n'était pas forcément l'enjeu, c'était vraiment de travailler à cette vraiment déconstruction des stéréotypes avec l'appui de nos prescripteurs pour se dire, on peut le renouveler régulièrement avec des petits groupes. En plus, ça permet, c'était l'intérêt pour le chantier aussi, de valoriser les salariés en insertion qui parlent eux-mêmes de leur travail, ce qui est encore plus parlant. Et puis de parler avec le réel des situations. Donc du coup, on avait fait un groupe qui n'était pas mixte, qui était mixte, pardon. Au départ, justement, on ne voulait pas cibler que des hommes venus en repassage, ce qui nous-mêmes nous mettait dans
on renforçait nos stéréotypes quand même, se dire qu'il n'y avait que des hommes qui étaient un peu fermés. Donc finalement, dans le groupe des 6, il y avait hommes et femmes, et ça a été vraiment très intéressant. Nous, de notre point de vue aussi, parce qu'on est chantier d'insertion, ça a permis aussi à des personnes qui elles-mêmes aussi peut-être se projetaient pas encore à juste même travailler dans une structure d'IAE, à se dire, voilà, à comprendre comment c'est et puis à se projeter plus facilement. Et puis en même temps, voilà, travailler sur ces représentations de métiers. Donc derrière, même la structure, après ce Vie ma vie, elle a continué à travailler. En fait, il y a eu ce côté boule de neige en interne. Donc elle continue à projeter des Vie ma vie. On n'en fait pas tous les 4 matins, mais au moins une fois par trimestre, je crois qu'elle était partie sur ce rythme-là. Mais derrière, bah, voilà, il y a eu pour eux-mêmes, ils avaient une boutique repassage. Bah, ils n'avaient jamais encore mis de salariés hommes sur l'accueil de cette boutique, et finalement ils l'ont mis juste après en se disant bah oui, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait ça. Donc voilà, ils ont mis un homme sur l'accueil de la boutique repassage, et du coup même les clients ont été agréablement surpris, et ça, voilà, ça a interpellé positivement. Ils ont aussi retravaillé leur support de communication. C'est pour ça que je trouvais ta diapo très bien faite, qu'on voit sur la gauche communication non sexiste, les visuels, les offres. Voilà, il y avait tendance à mettre des petites photos d'illustration de la structure, mais avec des femmes en train de repasser, ou des femmes en train, parce qu'il y a un pôle couture aussi, ou à la machine, quoi. Donc, il y avait besoin de retravailler aussi ces supports de communication. Ils ont retravaillé aussi davantage leur argumentaire auprès des prescripteurs. Donc, voilà, ça a fait un peu, tout ça a fait boule de neige. Donc, ça continue, et c'est une dynamique plutôt intéressante. Voilà pour l'expérimentation du Vie ma vie. J'enchaîne avec la deuxième, peut-être, expérimentation sur la pénibilité, si ça vous va. Je regarde en même temps Laure. Et puis derrière, je répondrai aux questions aussi sans souci. Du coup, le deuxième essai, le deuxième témoignage que je voulais vous relayer, c'était plutôt donc, sur la pénibilité, donc la bulle verte, là, au poste de travail, parce que du coup, ça fait un peu partie de cette représentation des métiers qu'on a. Là, je parle des espaces verts en particulier, parce que c'est un support qu'on a beaucoup dans l'insertion par l'activité économique. Il y a beaucoup de prescriptions masculines et d'équipes masculines. Et du coup, derrière, il y a des représentations beaucoup sur la pénibilité. On n'oriente pas des femmes dans l'environnement parce que c'est en extérieur, parce que c'est dur, parce que c'est physique, parce que c'est pas possible. Pour autant, il y a quand même des femmes. Alors, c'est souvent, mais si on a eu une femme, on a nos exceptions, mais elles sont trop peu nombreuses. Donc, on a travaillé là avec un chantier et une entreprise d'insertion qui ont ce support-là, Espace Vert, en se disant, très bien, questionnons la pénibilité réelle des environnements des postes de travail. Chacune des structures avait déjà un document unique, hein, mais l'idée, c'était de le revoir, de le re-questionner avec ces fameuses lunettes de genre. Et donc, de se dire, voilà, quelle est la pénibilité réelle d'un point de vue féminin, d'un point de vue masculin. On a interrogé les quelques salariées femmes encadrantes ou salariées en insertion qui étaient présentes sur ce qu'elles percevaient comme le plus pénible. Et on a partagé ça en équipe, hommes et femmes, puisque dès qu'on travaille sur la pénibilité et la qualité du travail, ça touche tous les salariés, comme dit Olga. Donc, c'était un bonus des deux côtés. Donc, hyper intéressant. On en est encore en cours, donc je ne pourrais pas vous en donner les conclusions, mais au moins, je peux vous redire un peu ce que ça amène jusqu'à présent. Donc, questionner les femmes sur la pénibilité des postes, hyper intéressant, parce que du coup, le port de charges lourdes, pas tant, en fait, parce que la plupart des structures avaient déjà travaillé sur leurs équipements, enfin les deux structures en question, avaient déjà travaillé sur la lourdeur de leurs équipements, avaient essayé quand c'était possible de passer à l'électrique, avaient essayé de même faire de la rotation des postes, parce que ce soit homme ou femme, être en taille huée pendant 2 heures, c'est douloureux au bout d'un moment sur les bras, la tension dans les bras. Donc, du coup, ça avait déjà été fait. C'était plutôt la répétition de certaines tâches. C'était plutôt le climat, les conditions extérieures, pas du tout évoqué. En fait, c'est pas ça qui a été évoqué. Donc, il y avait certaines machines trop longtemps, mais comme les hommes, la répétition de certaines tâches. Je leur fais de mémoire. Et puis, dans tous les cas aussi, tout ce qui est comportement sexiste. Du coup, ça, on ne l'avait pas du tout envisagé. Nous, on était très pénibilité, matos, équipement, conditions extérieures. Et en fin de compte, le sexisme a été mis à chaque fois. Parce que du coup, les femmes sont dans des équipes majoritairement masculines. Et la petite blague anodine. Et puis, voilà, finalement, elles l'ont tout exprimé en disant, bon, clairement, il y a quelque chose à faire là. Donc, voilà, c'est assez intéressant. On a partagé ça avec l'ensemble des collègues sur chacune des structures, hommes et femmes. Donc, tous les hommes sont venus aussi pour travailler avec nous sur la pénibilité. Et on a pu aller dans le détail de chaque situation. Qu'est-ce qui est vraiment
ressenties, vécues comme pénibles. Donc, comme ça nous permettait de travailler sur les deux aspects de la pénibilité, celle qui est un peu fantasmée et imaginée. Quand on est une femme, a priori, ce qui est pénible, c'est ça. Et d'aller sur le concret, le réel, non, la réalité de la pénibilité, elle est là. Donc, pour l'instant, on a une liste très exhaustive remontée par l'ensemble des équipes sur beaucoup plus détaillée en fait que les documents uniques. Dans chaque situation, qu'est-ce qui vous paraît pénible en termes de manutention, en termes de posture, en termes de port de charge éventuellement. Et pour la partie agissement sexiste et sexuel au travail, là, du coup, on est plutôt parti sur de la sensibilisation qu'on n'a pas à intégrer aux réunions qui étaient purement sur la pénibilité. Mais par contre, ça fait une alerte pour les directions des deux structures à organiser par la suite des temps de sensibilisation aux agissements sexistes et aux propos sexistes en interne. Donc ça, c'est pour la feuille de route d'après. Donc là, on en est là pour l'instant. Comme on est sur des activités saisonnières, du coup, les travaux se sont un petit peu mis en pause. Là, il ne faut pas non plus... c'est pour répondre aussi à la réalité des activités des uns des autres. Donc, on se retrouve à la rentrée pour là, du coup, reprendre cette liste qui a été faite très exhaustive de chaque endroit de pénibilité et apporter des réponses soit d'organisation, soit de matériel, soit d'évolution de fonctionnement. Sachant qu'il y a un autre aspect qui a été évoqué comme proposition dans les deux groupes, c'est de mieux travailler sur la communication, la valorisation des métiers. Donc, en plus d'avoir questionné sur qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans vos structures, on a fini les réunions par mais qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler dans l'environnement, dans les espaces verts, et hommes ou femmes. Et là, ça a été des éléments hyper intéressants à mieux valoriser, qu'on ne met pas assez en avant, tant dans nos documents de communication que dans nos offres d'emploi. Donc là, il y a un autre travail qui va se faire plutôt à l'échelle à minima départementale sur la valorisation des supports un peu renouvelés de valorisation des métiers de l'environnement au sens large. Je ne sais pas si j'étais assez précise. De toute façon, je répondrai aux questions s'il y en a. Merci Marie. Je trouve il me semble que déjà c'est extrêmement illustrant parce que c'est très pratico-pratique et je pense qu'on voit bien les thématiques et comment vous avez procédé et pu agir et vraiment avancer du coup pour mettre en avant certains sujets et comment les appréhender. Je vais vous laisser la parole pour les questions. Dans le chat, il y a notamment Madame Lelay. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, Madame Lelay, qui avait fait quelques remarques. Si vous souhaitez prendre la parole. Non, alors. Oui, bonjour Madame Lelay. Oui, bonjour. Non, je n'ai pas fait de remarques. C'est moi que vous avez vu dans le chat poser des questions, non? Oui, voilà, c'est cela. Non, je n'en ai pas posé, c'est pas moi. C'est pas vous, excusez-moi. Je n'ai pas posé de questions, non. Il me semblait, alors si, excusez-moi. Non. Ah, c'est Madame Lamy, pardon. Oui, il n'y a pas de mal. Excusez-moi, est-ce que Madame Lamy est encore avec nous? Oui, ce n'était pas des questions, en fait, c'était plus des remarques, en fait. D'accord. Mais c'était par rapport à la mixité, parce qu'on ne parle pas forcément souvent que l'homme et la femme, enfin le masculin et le féminin, ont une approche différente des choses. Et c'est pas vouloir mal interpréter les choses, c'est juste que, par exemple, moi j'ai remarqué, aussi bien en tant que salarié qu'entrepreneur, les hommes ont tendance, par exemple, à vouloir prendre un poste ou faire les choses et ils vont se challenger et ils vont mettre en place des choses pour arriver à réaliser leur mission, alors en s'entourant évidemment de personnes, mais alors que les femmes, elles ont tendance à vouloir se prouver qu'elles vont y arriver pour aller vers le poste ou se lancer et faire une action. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup dans le travail. Et il y a aussi le plafond de verre que chacun se met. Et puis, c'est vrai que les femmes ont tendance, elles maternent de par leur fonction féminine. Et sur les métiers du soin, notamment, il faut faire attention de ne pas trop prendre la place d'être au service et de responsabiliser les gens, en fait. C'est un petit peu lié au féminin, mais il faut être vigilant sur certaines choses. Tout à fait. Enfin, voilà, je rebondis, vous avez tout à fait raison. Hein. On a quelques 300 000 ans d'histoire, quelques siècles d'éducation avec des rôles socio-sexués. Ouais.
avec des rôles qui peuvent très bien convenir hein, à des femmes et à des hommes. Hein, ça, il y a aucun souci. C'est juste sur la valeur, en fait, de ces rôles-là qu'il faut Mm. lutter. Quand je parlais de la revalorisation des métiers dits féminins, ce sont des métiers qui sont fantastiques, qui sont utiles. Voilà. Il est dommage qu'ils ne soient pas aussi valorisés à diplôme équivalent à un métier typiquement masculin. Et parfois, ben, il faut lutter avec les femmes elles-mêmes, hein, où il faut que les femmes elles luttent un petit peu contre Ouais, elles-mêmes ouais. pour voilà, lutter contre ce sentiment d'illégitimité. Voilà, c'est complexe. Hein, et parfois, ben, c'est bien d'avoir des temps en non-mixité pour en discuter aussi. Mm. Il ne faut pas se l'interdire quand on est comme ça dans des structures. Ce n'est pas un temps salon de thé, hein, c'est un temps de non-mixité parce que ça peut favoriser la libération de la parole des femmes entre elles. Et des fois, on peut retirer des choses qu'on n'aurait peut-être pas ressenties en mixité. On peut faire pareil avec les hommes. Mais Mm. puis ensuite, après, c'est intéressant de dire, bah voilà, voyez, les femmes, elles ont dit qu'elles se sentent, voyez les hommes. Au bout du compte, il y a beaucoup plus de points communs qu'on pense. Et quand on est en présence de l'autre sexe, il y a des rôles qui jouent. Oui, Euh, il y a une vraie différence quand c'est des groupes de femmes et groupes d'hommes. Et quand on mélange les deux, ça remet notamment tout ce qui est blague sexiste. Si vous avez que des hommes et une femme, ça va fuser. Si vous mettez égalité, déjà, ça ne fuse plus parce que chacun remet les choses en place. mm, Et alors, je ne sais pas si quand il y ouais, a très peu d'hommes avec plein de femmes, c'est pareil, mais en tout cas, l'égalité permet effectivement de remettre de l'équilibre, en fait. Donc, ouais. Un homme avec plusieurs femmes, ce qui ressort assez souvent et dès les formations initiales, c'est qu'il est ouais, très chouchouté par les femmes. En revanche, il peut être malmené par les hommes des autres équipes. ouais. Où là, on va tomber sur un autre travers d'égalité, hein, Hmm, c'est des insultes à caractère homophobe. ouais. Donc voilà, travailler sur l'égalité. En général, vous travaillez sur des doubles ou des triples discriminations. Hein, faut en avoir conscience. Hein. C'est que la première discrimination qui existe dans l'humanité, c'est celle entre les femmes et les hommes, hein, dans des temps très lointains. Et tout s'est construit à partir de là. C'est plus simple pour un homme en non-mixité que pour une femme. Maintenant, il y a des très très belles expériences d'intégration de femmes dans des structures très masculines. Voilà, faut pas hésiter à les valoriser, à aller les chercher parce que bien évidemment, c'est possible. Il faut faire très attention à renvoyer cette image que tous les hommes sont des goujats et des obsédés. Voilà, enfin, Hmm, pardonnez-moi, hein, mes paroles sont un peu crues, mais parce que c'est pas vrai. Et puis parce que peut-être il y a quelques hommes qui n'attendent que ça, justement. Mais comme dans toute structure, on a un effet groupe et ouais. le sexisme est très, très lié à un effet groupe. Il faut être vigilant sur les codes dans l'entreprise et dans une dynamique de groupe Ouais, et autres. Ouais. ouais, Et complètement. c'est pour ça que je parlais de détails. Souvent, les petites paroles en l'air, c'est un détail, mais en fait, Ouais, laisser faire, c'est donner l'autorisation que ça se reproduise et que ouais, ça aille sur une dimension plus importante. Et ouais. donc, Vous avez tout à fait raison. vous avez souligné pas mal de points qui paraissent normaux, en fait, qu'on laisse faire. Et finalement, c'est ça qui crée le malaise, en fait. Mm. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou réflexions par rapport aux présentations et puis aux témoignages qu'on a entendus? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer, prendre la parole? Moi, je veux Alexia. bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de mettre des référents. Je ne sais pas si, du coup, parmi vous, il y a des exemples dans des structures d'insertion où les salariés en parcours seraient référents et comment ça peut se combiner. Est-ce que, suivant le nombre de salariés au sein de la structure, est-ce qu'il y a des binômes aussi hommes-femmes pour respecter l'équilibre? Mm.
Alors, je sais pas si voilà, il y en a qui ont déjà mis en place les référents. Euh, Si j'avais voilà, deux, trois une petite préconisation, c'est que dans l'idéal, c'est qu'il y ait un homme et une femme. Ouais. Ça, c'est vraiment important, hein, qu'il y ait un homme et une femme. C'est pas forcément les postes de ressources humaines ou attachés aux ressources humaines, hein, qui peuvent être en référence parce que de toute façon, ils sont dans la démarche, les ressources humaines. Et si en plus ils sont référents, on risque de dire c'est un truc des RH. C'est bien qu'il y ait d'autres regards et d'autres services. Donc, ces référents-là, ils peuvent être voilà, de toutes les CSP. Il n'y a aucun problème du moment qu'ils sont volontaires, qu'ils sont bien sensibilisés à la question. Et puis, on peut imaginer aussi que ces référents-là tournent, hein, tous les 18 mois, 2 ans. Enfin, Ah, oui, 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 suivant je pense que c'est intéressant en termes de… Bah, puis Ouais, ouais. on se rend compte en plus que, enfin, bien souvent, les blagues qui peuvent fuser, c'est plutôt sur le terrain et que les RH ne sont pas forcément près des équipes quand ça se passe. Ouais. Ouais, ouais. Et puis des référents formés à réagir de manière posée, mais ferme euh, par rapport à ça. Oui, oui. Zéro tolérance, mais faut rester pédagogue. Parce que bah, malheureusement, les blagues sexistes, et puis nous les Français, hein, on appelle ça la gauloiserie, l'humour à la française, enfin, on a du lourd, hein, là-dessus, hein. L'intention est peut-être pas, l'intention est peut-être pas mauvaise en soi, mais il y a une incompréhension. Et quand en plus on a des femmes dans l'équipe qui tolèrent complètement ça parce que elles, ça leur passe au-dessus et tant mieux pour elles, eh bien, on va manquer un peu de sororité parfois. Et la personne qui voilà, qui supporte pas ou que ces blagues rendent mal à l'aise, elle va être encore plus isolée si les autres femmes disent oh là là, ma petite chérie, mais t'es un peu douillette, apprends à t'endurcir. Et qu'on se rend compte que, voilà, des fois, effectivement, de laisser passer une petite blague, c'est comme ça prend. Et puis après, plus ça va, plus ça prend de l'ampleur. Donc, Ouais, ouais. Et que derrière ça peut générer d'autres choses et moindre. Donc, on parlait moindre implication au travail, peut-être plus d'absentéisme. Vous voyez, derrière, les effets vont pouvoir impacter les axes de QVT qu'on a vus avant, hein. Je ne vais pas aller à la formation là parce qu'il y a Trucmuche qui est et moi, je ne peux pas, quoi. Vous voyez, on ne sait pas derrière ce que ça peut générer, hein. Maintenant, une fois que c'est dit, c'est posé, voilà. Et puis dire aux gens, vous avez le droit de faire des gaffes et des boulettes. L'essentiel, c'est quand vous vous rendez compte que c'est une boulette, vous vous excusez et puis c'est bon. ça. Enfin, on va pas non plus en faire une affaire d'État, hein. Non, 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 non. Très bien. Merci. Il est 11 heures. Je ne sais pas s'il y a une dernière remarque et réflexion avant que je finalise le webinaire. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Si je peux me permettre, Marie, du coup, parce que du coup, là, par rapport aux échanges qu'il vient d'avoir avec Alexia aussi sur les référents et les comportements sexistes au travail, du coup, là, pour compléter aussi le témoignage, que ce soit dans la Manche ou dans l'Orne, on a organisé des temps de sensibilisation avec les salariés permanents pour qu'ils puissent, et certains ont fait venir aussi en interne de leur structure auprès de leurs salariés en insertion directement. Mais ces temps de sensibilisation sur ce que sont les stéréotypes, ce que sont des comportements sexistes, ce que c'est qu'un propos sexiste ou à quel moment on bascule vers le harcèlement. Enfin, bon, voilà, il y a un peu ce rappel, ce rafraîchissement collectif, ça a été hyper bénéfique. Donc, que ce soit là-dessus, vous avez pas mal de partenaires et nous, on a travaillé avec Olga, donc avec l'Étape, on a travaillé avec le CIDFF de l'Orne. Voilà, il y a des acteurs dans chaque département pour sensibiliser, faire ces temps-là. Nous, on les a fait sur 2 jours à chaque fois, mais bon, je pense qu'après, ça peut être adapté à la structure, à ses besoins. Mais c'est toujours hyper positif et bénéfique pour la suite, quoi. Disons que c'est même presque indispensable, en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on dit qu'on va s'attaquer à ces questions-là en interne, en termes d'égalité ou de QVT, ça, finalement, c'est toujours une bonne façon de se remettre tous dans la même dynamique collective, quoi.
Voilà, c'était juste un petit Oui, non, mais je pense qu'en complément de témoignage. Voilà, mais merci Marie, parce qu'en effet, il y a des interlocuteurs, des professionnels dont c'est le métier, hein, et qui peuvent intervenir, et les solutions, elles existent finalement. Tu évoquais que ce soit par des intervenants comme Olga de l'État, les CIDFF, et c'est surtout ne pas laisser les situations en l'état, en effet. Mais du coup, je vais clôturer le webinaire. Vous dire deux choses. Vous dire que donc nous allons vous envoyer le PowerPoint parce que vous l'avez demandé. Ce sera mis en ligne, hein, prochainement sur le portail de l'ESS en Normandie, ainsi que le replay du webinaire, je l'évoquais tout à l'heure. Évidemment, vous avez bien compris que Olga, je pense, peut se tenir, tu me dis si je me trompe, Olga, mais se tient à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez des questions peut-être plus précises, plus techniques, plus professionnelles. Et voilà, donc vous avez une interlocutrice. Et puis en termes de témoignage, eh bien, vraiment, merci Marie, et merci à toutes les deux, parce que je pense que c'était vraiment extrêmement concret, illustrant, et c'est bien le but de ces webinaires. Je vois tous les remerciements dans le chat, donc je vous le dis parce que je ne sais pas si vous les avez vus, et vraiment, je pense que vous nous avez vraiment proposé un temps éclairant, et puis avec encore une fois des pistes pour agir, et c'était bien l'objet du webinaire. Donc, on a bien compris que par contre, il y a encore tout un panel d'actions à mener. Au niveau de la crèche, je l'évoquais, on va travailler 2023 on a commencé, mais on continue sur ces questions violences sexistes et sexuelles au travail. Je pense que je vais être interpellée sur le sujet, Marie, et puis peut-être Olga, hein, puisque vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure. Donc, merci à tous. J'en profite aussi pour remercier Chloé Dulon. Chloé, qui est étudiante stagiaire à la crèche et qui a monté le webinaire avec les intervenantes, puisque moi, je me suis contentée de l'animer. Donc, un grand merci à Chloé. Ça me permet de faire un petit clin d'œil. Et merci à tous et à toutes, surtout, pour votre participation. Bonne journée. Au revoir. Merci. À Au bientôt. revoir.